Née dans l'esclavage et la misère, Julia Chien a passé son enfance à travailler comme n'importe quel autre esclave. Pourtant, sa vie a changé lorsqu'elle a été envoyée à la plantation de Richard Mentor Johnson, un politicien en pleine ascension et futur vice-président des États-Unis. Johnson prit rapidement Julia comme concubine, entamant une relation qui était inhabituelle, controversée et profondément complexe. Elle a aidé à gérer sa maison et à élever leurs enfants, mais il ne lui a jamais accordé la liberté. Alors pourquoi l'a-t-il gardée en esclavage ? Pourquoi a-t-elle presque été effacée de l'histoire ? Essayer de découvrir qui était Julia Chinn, en particulier les détails de ses premières années, n'est pas une tâche facile. Les registres démographiques étaient tenus de façon imprécise à la fin du XVIIIe siècle, surtout en ce qui concerne les personnes nées en esclavage. Par exemple, nous savons que Julia Chinn est née dans les années 1790, mais même son principal biographe n'a pu réduire la fourchette qu'à une période comprise entre 1790 et 1797. C'est la précision maximale que l'on puisse atteindre avec les preuves disponibles. Certaines sources affirment qu'elle était née en 1790. D'autres sources indiquent qu'elle avait environ 15 ou 16 ans en 1812, ce qui signifie qu'elle serait née vers 1796 ou 1797. De la même manière, il n'y a pas beaucoup de détails sur ses parents ou ses origines. Sa mère était une esclave nommée Henrietta. On pense que son père était un homme blanc libre dont elle a reçu le nom de famille, car il y avait une famille de colons influente dans cette région du Kentucky, appelée Chinn. Néanmoins, il est plus facile d'identifier qui étaient les esclavagistes de Julia. Elle est née sur la plantation de Robert Sargo Johnson et de son épouse Jemima, dans la région de Bluegrass au Kentucky, qui, à l'époque, se trouvait à la frontière ouest des États-Unis d'Amérique. Les Johnson s'étaient installés à l'ouest, au Kentucky, parmi les premiers colons euro-américains dans les années 1770. Robert travaillait comme arpenteur et évaluateur foncier, aidant à cartographier la future colonisation du Kentucky. Ils eurent de nombreux enfants, mais c'est leur 5e fils, Richard Mentor Johnson, né là-bas en 1780, qui allait jouer un rôle crucial dans cette histoire. À l'époque de sa naissance, l'esclavage était largement considéré par de nombreux Américains blancs, non pas comme une crise morale, mais comme une institution ordinaire et même nécessaire, intégrée à l'expansion de la frontière occidentale, comme nous allons bientôt le voir. Le Kentucky avait été colonisé par des personnes se déplaçant vers l'ouest depuis la Virginie à partir des années 1760 et fut admis comme le 15e État de l'Union en 1792. La possession d'esclaves était légale, et la question de l'esclavage dans les nouveaux États n'était pas encore le combat politique qu'elle deviendra dès les années 1810. Malgré sa position d'État agricole esclavagiste avec une économie de plantation, le Kentucky est également rapidement devenu l'État abritant la plus grande population noire libre de tous les États-Unis. Cela s'expliquait par le fait que les esclaves ayant obtenu leur liberté dans des endroits comme la Virginie étaient souvent les premiers à partir vers l'ouest pour acquérir leur propre petite ferme ou vivre loin de l'endroit où ils avaient été réduits en esclavage. En plus de cela, il y avait encore une grande population amérindienne à l'époque de Julia, avec des tribus comme les Creeks et les Choctaws. Cela a créé un État où les règles sociales entre colons blancs, noirs et autochtones différaient de celles des autres États. Et ce métissage racial allait façonner la vie de Julia. Bien que Julia soit née d'une femme réduite en esclavage, elle était loin d'être de pure descendance ouest-africaine. Cependant, les détails complets de son origine ethnique font l'objet de controverses. La majorité des études affirment qu'elle était une octavone. Ce terme désigne aujourd'hui des personnes ayant un 8e d'ascendance africaine et 7/8 d'origine européenne ou américaine blanche. Bien qu'il existe quelques cas où cela s'est produit dans l'histoire des États-Unis avant la guerre de sécession, c'était extrêmement rare. Ce n'était en réalité pas le cas pour Julia. On disait qu'elle avait la peau plus claire que beaucoup d'autres esclaves, mais Julia était probablement une carteronne au maximum, soit au moins un quart d'ascendance africaine. Nous ne pouvons pas non plus être sûrs de son apparence. Les appareils photos n'étaient pas disponibles avant sa mort, et les dessins d'elle datant du XIXe siècle ne sont peut-être pas entièrement fidèles. Qu'elle soit principalement d'origine européenne ou américaine blanche, Julia a été traitée comme n'importe quel autre enfant réduit en esclavage. Sa mère, Henrietta, recevait de la nourriture pour elle-même et ses enfants. C'était bien trop peu pour le travail exténuant qu'on attendait d'eux.
Il survivait en cultivant un peu de haricots, choux et pommes de terre dans le jardin des esclaves, mais comme beaucoup d'esclaves, il manquait de protéines et restait sous-alimenté. Les premières années de Julia furent en part marquées par la difficulté et la privation, mais en grandissant et en entrant dans l'adolescence, sa vie prit un tournant qui lia directement son destin à la puissante famille Johnson, d'une manière que peu auraient pu imaginer. La vie de Julia ne devint pas plus facile lorsqu'elle entra dans l'adolescence. À cette époque, Julia fut séparée de sa mère et de sa sœur, et envoyée vivre dans la maison de Richard Mentor, le fils cadet des Johnson. Johnson avait environ 30 ans et était déjà une figure montante ambitieuse dans la politique du Kentucky. Il avait établi sa propre maison à Blue Spring Farm, un vaste domaine où il vivait de façon indépendante. Johnson n'était pas marié et, en fait, il ne se marierait jamais au sens traditionnel du terme. Selon des récits ultérieurs, lorsqu'il avait environ 16 ans, il avait demandé en mariage une jeune femme, mais sa mère désapprouvait fortement cette union et l'a poussé à y renoncer. Certaines histoires affirment que cet incident l'a profondément marqué et que Johnson a juré de ne plus jamais laisser sa mère ou qui que ce soit d'autre dicter sa vie personnelle. Serment ou non, cette décision allait façonner l'arrangement domestique inhabituel bientôt instauré à la ferme Blue Spring. Eh bien, lorsque Julia y a été envoyée, elle est rapidement devenue sa concubine. On hésite à utiliser un terme comme « ils ont entamé une relation » ou quelque chose du genre ici, car il est évident qu'il ne s'agissait pas d'un arrangement consenti pour Julia au départ, même si la nature de leur relation est devenue plus compliquée avec le temps. De plus, l'âge exact de Julia au moment où tout cela s'est produit n'est pas clair. Si elle est née vers 1796 ou 1797, elle n'avait qu'environ 14 ans lorsqu'elle a été envoyée vivre avec Richard. Si elle est née plusieurs années plus tôt, vers 1790, elle entrait déjà dans la vingtaine. Ce que l'on sait de façon plus concrète, c'est qu'elle a donné naissance à une fille nommée Imog en 1812. Une seconde fille nommée Adeline est née peu de temps après. Il ne fait guère de doute que Richard était le père des deux filles. À cette époque, sa relation avec Julia était clairement complexe. Elle restait une esclave, mais il existe des preuves qu'il la désignait comme sa femme, et il présentait librement Imogen et Adeline comme ses filles lorsque des visiteurs se rendaient à la ferme de Blue Spring. Elle portait aussi le nom Johnson. Finalement, il fit en sorte qu'on leur attribue des terres à elle, tandis que la plupart des historiens considèrent que Richard et Julia vivaient finalement une sorte de mariage de fait non officiel, en dehors des structures légales habituelles. Richard Mentor Johnson est principalement connu aujourd'hui pour avoir été vice-président des États-Unis entre 1837 et 1841 lorsque Martin Van Buren était président. Mais sa carrière politique s'est étendue sur 46 ans. Il a été élu pour la première fois à la Chambre des représentants du Kentucky en 1804. 3 ans plus tard, il partit à Washington, D.C. pour représenter le Kentucky au Congrès comme membre de la Chambre des représentants. Il a occupé ce poste jusqu'en 1819, puis a été élu sénateur des États-Unis pour le Kentucky, a siégé 8 ans de plus à la Chambre dès 1829 avant de devenir vice-président. Bien que Julia n'ait pas vécu assez longtemps pour voir Johnson devenir vice-président, sa carrière politique a joué un rôle important dans l'orientation de sa propre trajectoire de vie. Comme il n'a jamais épousé une femme blanche ni fondé ce qui aurait été une famille plus conventionnelle selon les normes du début du XIXe siècle, pendant qu'il était à Washington, D.C. environ 6 mois par an, c'est elle qui gérait essentiellement la ferme de Blue Spring dans le Kentucky. C'était une plantation avec de nombreux esclaves. Julia gérait la ferme, négociait avec les entrepreneurs acheteurs et achetait les provisions pour la maison et la ferme. Elle organisait aussi des réceptions, dont beaucoup devaient avoir lieu lorsque Richard rentrait de Washington au Kentucky et rencontrait des politiciens locaux et des hommes d'affaires. On disait que Julia jouait très bien du piano et contribuait à créer l'atmosphère raffinée attendue lors de ces rassemblements. Lorsque Johnson repartait chaque année à Washington pour poursuivre sa carrière politique, il lui laissait même la gestion de l'argent liquide, qu'il retirait à l'avance à un niveau de confiance inhabituel pour une femme asservie à cette époque. Un élément marquant du travail de Julia en tant que gestionnaire de la ferme Blue Spring fut la création de l'Académie Choctaw sur la propriété. Il s'agissait d'un internat construit sur la ferme pour les garçons amérindiens. Elle a fonctionné pendant environ une décennie sous la gestion de Julia. D'une certaine manière, c'était une extension du travail de Julia pour éduquer ses propres filles.
Elle a engagé un pasteur et prédicateur local, Thomas Anderson, pour éduquer Imogen et Adeline, puis Anderson a également commencé à enseigner à l'école. L'Académie Choctaw est encore partiellement debout à ce jour. À la ferme Blue Spring dans le Kentucky, la structure du bâtiment se dresse dans un champ, bien que des buissons et des arbres aient depuis longtemps poussé à travers les murs et que le toit se soit en grande partie effondré après plus d'un siècle de négligence. Pourtant, pour tous les habitants de cette région du Kentucky, il subsiste un témoignage vivant de l'histoire de Julia Chin à visiter sur place. Même si tout cela laisse penser à une quasi-égalité entre Julia et Richard dans les années 1820, la réalité était bien plus complexe qu'il n'y paraît. Par exemple, la communauté locale du Kentucky tolérait l'union inhabituelle entre leur député et sa soi-disant épouse, mais elle formulait clairement des critiques à leur égard à huis clos. De plus, leur relation était profondément inhabituelle et façonnée par les lois et les frontières raciales de l'époque. En 1815, après la mort de son père, Johnson devint pleinement propriétaire légal de Julia, mais il ne l'a pas libérée. Elle resta légalement asservie, même s'il reconnaissait ouvertement leurs filles et les élevait comme les siennes. Les historiens ont suggéré que Johnson aurait pu éviter d'affranchir Julia parce que l'émancipation aurait pu affaiblir ce qu'un chercheur a décrit comme les liens qui l'unissaient un à lui. De plus, selon la loi de l'époque, le mariage interracial était interdit dans le Kentucky, donc même s'il avait affranchi Julia, il n'aurait de toute façon pas pu se marier légalement. Julia avait cependant de l'influence au sein du foyer. Elle a organisé l'arrivée de son frère Daniel et de sa famille à la ferme de Blue Spring, où ils ont vécu dans de meilleures conditions pendant plusieurs années. En 1821, ils ont été vendus, probablement parce que Johnson subissait des pressions financières tout en poursuivant sa carrière politique. Il existe également des preuves que Julia avait parfois du mal à maintenir la discipline sur la plantation, compte tenu de son statut de femme asservie. Les lettres de Johnson révèlent qu'il ordonnait à ses employés blancs de respecter son autorité, mais des historiens soulignent que certains travailleurs asservis ignoraient donc ses ordres et que les hommes des plantations voisines refusaient d'aider à les punir. À l'été 1833, Julia est tombée gravement malade alors que le choléra balayait le Midwest américain. Au XIXe siècle, le choléra était connu sous le nom de mort bleue, car il déferlait en vagues massives à travers l'Europe puis les Amériques entre les années 1810 et 1800, 90 tuant des millions de personnes. Cela comprenait une épidémie de choléra à l'Académie Choctaw, et de nombreux élèves sont tombés malades. Des semaines durant, Julia soigna les enfants jusqu'à leur guérison, mais contracta finalement la maladie elle-même. Elle est décédée des suites de la maladie et fut l'une des nombreuses victimes des années 1830 qui furent sur la période la plus meurtrière pour cette maladie. Nous ne pouvons pas être certains de l'âge qu'elle avait lorsqu'elle est décédée. Elle était au début de la quarantaine ou à la fin de la trentaine. On ignore aussi son lieu d'inhumation. Après la mort de Julia, Richard aurait profondément pleuré sa disparition. Dans les années qui suivirent, il entama une relation avec une autre femme asservie de la plantation. Lorsqu'elle l'a ensuite quitté pour un autre homme, Johnson l'a fait saisir et vendre aux enchères. Par la suite, il entama une relation similaire avec sa sœur, qui était également asservie. L'histoire de Julia a été oubliée durant des décennies. En fait, on devrait plutôt parler d'une dissimulation. Lors de l'élection présidentielle de 1836, il y a eu beaucoup de mauvaise presse autour de la vie privée de Richard et de sa relation scandaleuse avec une femme esclave. Par exemple, des pamphlets circulaient attaquant Richard Mentor Johnson à cause de sa relation avec Julia Chin et leurs deux filles. Dans une caricature de 1836, Johnson est représenté aux côtés de ses deux filles, dont l'une tient un portrait de Shan. L'artiste a volontairement assombri la peau de Ching et des filles pour accentuer la stigmatisation raciale et le ridiculiser publiquement. Pourtant, malgré la controverse entourant sa vie personnelle, Richard Mentor Johnson a été élu vice-président sur le ticket de Martin Van Buren. En 1850, Johnson travaillait encore en politique, mais à cette époque, sa santé physique et mentale était déjà en déclin. Il est décédé d'une attaque cérébrale le 19 novembre à l'âge de 70 ans. Il a été enterré au cimetière de Francfort, à Francfort. Ses filles avec Julia avaient reçu d'importantes fermes en dot et avaient épousé des hommes blancs, mais elles ne recevraient rien de son testament. Après sa mort, deux de ses frères, encore en vie à l'époque, John et Henry Johnson, semblent avoir détruit les papiers et autres documents de Richard. Il y avait probablement deux motifs ici.
Premièrement, il voulait effacer tout souvenir de la relation controversée de Richard et des 2 filles qu'il avait eues avec Julia. Deuxièmement, bien qu'il n'ait pas été un homme extrêmement riche au moment de sa mort, Richard a tout de même laissé un patrimoine suffisamment important pour que ses 2 frères veuillent s'en emparer, plutôt que de le laisser à Imogen, qui était encore en vie en 1850. Ils ont trouvé un juge prêt à les aider à faire en sorte que la fille métisse de Richard n'hérite pas de ses terres. Le tribunal a déclaré qu'il n'avait laissé ni veuve, ni enfant, ni père, ni mère en vie. Ainsi, le testament falsifié a été inscrit dans les registres officiels. La destruction des papiers de Richard et la transmission de sa succession à ses frères ont en partie réduit au silence l'histoire de Julia Shinn. Du moins jusqu'à la fin du XXe siècle, lorsqu'une référence a été faite dans une publication au vice-président des États-Unis et à son épouse réduite en esclavage. Ces références ont suscité suffisamment d'intérêt chez plusieurs chercheurs ces dernières années pour que diverses études sur sa vie et son époque aient été publiées, y compris une biographie complète sous forme de livre écrite par Amrita Chakrabarty Myers. Ainsi, l'histoire de Julia Shinn, l'épouse esclave du vice-président, a été tirée de l'obscurité. Bien qu'une grande partie de Blue Spring Farm ait disparu, les efforts des défenseurs du patrimoine locaux pour stabiliser le bâtiment en pierre restant de l'Académie Choctaw ont permis de préserver au moins une partie de l'endroit où elle a vécu et travaillé. De cette façon, la mémoire de Julia Shinn, autrefois largement effacée de l'histoire, continue d'être redécouverte et rappelée. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo sur Julia Shinn. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Dites-moi ce que vous avez pensé de sa vie dans les commentaires ci-dessous, et si vous avez des suggestions, faites-le moi savoir également dans les commentaires ci-dessous. J'espère que vous êtes abonnés et que les notifications sont activées pour recevoir toutes mes vidéos dès leur publication. Voilà, c'est tout pour moi. On se retrouve dans le prochain épisode de Forgotten Lives. Merci.